messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La diplomatie ivoirienne rayonne en marge de l'Africatie au Forum qui a refermé ses portes hier à Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a multiplié les rencontres. Le chef du gouvernement a échangé avec plusieurs premiers ministres africains ainsi que des partenaires internationaux. Au menu, le renforcement de la coopération bilatérale. La Cour de cassation met le droit au service de l'enseignement supérieur. Des recueils d'arrêts ont été remis aujourd'hui même aux universités et grandes écoles de notre pays. Ces guides visent à enrichir la connaissance des enseignants et apprenants. L'institution judiciaire se rapproche ainsi du monde académique. Zéro dengue, zéro paludisme, la guerre contre les moustiques est ainsi déclarée. Le programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national d'hygiène publique ont lancé une vaste opération de démoustication. Pendant une semaine, des équipes ont sillonné les quartiers appuyés par des drones pulvérisateurs pour atteindre les zones les plus reculées. Le verdict est tombé aujourd'hui à Nouakchott. La justice a condamné en appel l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz à 15 ans de prison ferme. Jugé depuis novembre 2024, il est accusé d'enrichissement illicite, de trafic d'influence au blanchiment. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Notre pays rayonne et il attire des investisseurs. En marge de la 12e édition de l'Africatie au Forum qui a refermé ses portes hier à Abidjan, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a multiplié les audiences diplomatiques. Plusieurs premiers ministres africains ainsi que des partenaires internationaux se sont imprégnés des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambou. Au cœur du plus grand rassemblement des décideurs économiques du continent, la diplomatie ivoirienne s'active. En cette deuxième journée de l'Africatie au Forum, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu une série de hautes personnalités, marquant ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider ses relations bilatérales et ses partenariats stratégiques. La journée s'est ouverte avec le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté, chef de la délégation de son pays à ce forum. Nous sommes extrêmement satisfaits que les choses évoluent dans la très bonne direction et que ces deux pays qui sont des pôles dans les deux sous-régions puissent avoir des concertations de temps en temps pour améliorer les choses entre eux et de se faire tirer les autres pays pour qu'il y ait une plus grande unité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avec son homologue tanzanien Kassim Majaliwa, les échanges ont porté sur les opportunités de coopération économique, notamment dans les secteurs des mines, du tourisme et des infrastructures. La Côte d'Ivoire est un pays qui connaît un développement significatif, notamment dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et d'autres domaines. La Côte d'Ivoire et nous avons déjà signé des protocole d'accord dans différents secteurs. Et nous voudrions mettre en avant cette occasion pour renforcer notre engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de ce qui existe déjà. Troisième étape, la Guinée. Le Premier ministre ivoirien a plaidé avec Amadou Oriba pour la relance de la commission mixte ivoiro-guinéenne à l'arrêt depuis plus d'une décennie. Les deux pays ont des destinées identiques. Nous devons renforcer la coopération, renforcer la concertation, parce que c'est le même peuple qui vit de part et d'autre de la frontière. En marge de ces échanges africains, Robert Begré-Mambé a reçu Troy Fitrel, haut responsable du Bureau des affaires africaines du département d'État américain, pour renforcer les liens avec les États-Unis dans divers secteurs stratégiques. Enfin, Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, a réaffirmé l'intérêt de la SFI pour les projets prioritaires du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, la relation entre la SFI et la Côte d'Ivoire est excellente. Nous allons atteindre $1 milliard d'investissement cette année en Côte d'Ivoire, ce qui constitue un niveau record d'investissement de la SFI en Côte d'Ivoire. Et nous comptons au cours des années à venir accroître de manière significative ce montant d'investissement. C'est avec le président directeur général de Africa Finance Corporation,
Samaïla Zoubaïrou, que le Premier ministre a bouclé ses audiences de la journée. Des rencontres diplomatiques à forte valeur ajoutée qui traduisent la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer son attractivité économique et son rôle de leader régional. Plus près, plus proche, la Cour de cassation se rapproche du monde académique. L'institution judiciaire met le droit au service de l'enseignement supérieur. Des recueils d'arrêts ont été remis aujourd'hui même aux universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ces guides visent à enrichir la connaissance des enseignants et apprenants, nous rapporte Noussangari. Des recueils soigneusement compilés changent aujourd'hui de main. Ils quittent les archives de la Cour de cassation pour rejoindre les rayons des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Une passerelle entre le monde judiciaire et celui du savoir. Nous exprimons notre reconnaissance pour la transmission des recueils et jurisprudence, véritable trésor et sagesse juridique. Ces ouvrages qui nous ont été gracieusement offerts, j'en prends la garantie à votre nom, intégreront nos bibliothèques, alimenteront nos cours et serviront de base à des recherches innovantes. Ces recueils sont une mine d'or pour les futurs juristes, avocats, magistrats ou chercheurs. Car derrière chaque arrêt, c'est un pan du droit ivoirien qui est mis en lumière. Le but, c'est de vulgariser le droit et faire en sorte que les décisions de justice soient conformes sur l'ensemble du territoire et que les praticiens du droit, que ce soit les avocats, les commissaires de justice, tous ceux qui sont du monde judiciaire et juridique, aient une idée précise de ce que tel problème a telle solution pour en éviter les différentes interprétations. Et ça, c'est le rôle de la Cour de cassation. Un geste fort pour valoriser la justice et renforcer la formation dans les facultés de droit. Initiée par le haut représentant du président de la République, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des missions de l'institution. Cette distribution d'ouvrages fait partie de l'une de nos missions qui consiste à faire mieux connaître les institutions de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la Cour de cassation qui est à l'honneur. Et au-delà de la distribution de ces ouvrages, le président de la Cour de cassation ira bientôt à Yamoussoukro pour donc en parler davantage aux étudiants de Yamoussoukro. De telles initiatives seront multipliées selon le haut représentant du président de la République à travers tout le pays. Le secteur éducatif en Côte d'Ivoire s'équipe donc pour d'excellents résultats. La ministre Mariatou Koné vient de remettre justement 57 véhicules au directeur du centre d'information et d'orientation. L'objectif est de faciliter leur mobilité et favoriser surtout la proximité avec les élèves afin de prévenir d'éventuels décrochages scolaires. Ces enjeux ont coûté plus d'1,3 milliard de francs CFA. Ismaël Evradeo, Davis Seyo, Kader Bachil. 57 véhicules flambant neufs remis aux différents directeurs de centres d'information et d'orientation de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Une dotation en engins roulants en réponse aux difficultés de mobilité rencontrées par ces acteurs du système éducatif dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Vous nous installez parfaitement dans des conditions plus qu'idoines pour nous permettre de parcourir nos régions, nos localités respectives, à la recherche et à l'accompagnement des apprenants, des jeunes de notre beau pays, à l'effet de lutter plus efficacement contre le décrochage scolaire, ce qui est votre combat, Madame la Ministre. Coût de l'opération, plus d'1,3 milliard de francs CFA. Par ce geste, la ministre Mariatou Koné traduit la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer à la bonne marche du secteur éducation. Les véhicules ont été acquis au prix d'un investissement considérable consenti par l'État de Côte d'Ivoire. Il vous revient d'en faire un usage responsable et professionnel dans le strict respect du contrat d'objectifs et de performance auquel nous adhérons tous et qui nous impose rigueur, transparence et responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Outre ces moyens de locomotion, des ordinateurs, disques durs et antivirus sont également réceptionnés. Un apport de la tutelle qui s'ajoute à ceux entrepris dans le secteur depuis 3 ans, avec notamment des engins à 2 roues et des véhicules distribués.
Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'engage aussi à garantir un cadre d'apprentissage sécurisé pour les apprenants. Le ministre de tutelle, Kofi Nguessan, a livré récemment des infrastructures rénovées à des établissements à Jacquesville, Yopougon et Cocody. Il s'agit de matériel sanitaire et didactique. Jama Gagui, n'est-ce pas? Visite de terrain du ministre Kofi Nguessan et du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dans les établissements d'enseignement technique et professionnel du pays. Pour la première étape, la délégation a déposé ses valises au lycée professionnel de Jacquesville dans la région des Grands Ponts. Ici, le ministre effectue la remise de l'infirmerie, de l'internat pour jeunes filles, de kits sanitaires et didactiques. De retour dans le district d'Abidjan, Cap émis sur le lycée multisectoriel Mohamed VI, le nouveau centre de formation par apprentissage métier du bâtiment de Yopougon et enfin au lycée technique d'Abidjan. Des équipements, dont de l'UNFPA, sont également offerts pour l'amélioration du cadre de travail des apprenants. Ça fait partie du mandat de l'UNFPA d'accompagner les gouvernements à libérer le potentiel des jeunes. Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire où 75% de la population est jeune. Le président dégagé du moyen, vous avez remarqué, relativement important pour réhabiliter le dispositif, notamment les anciens lycées, mais aussi pour construire d'autres infrastructures comme ici, ce centre de formation d'apprentis de Yopougon, où on aura près de 10 métiers dans le domaine du bâtiment. Mais dans le déroulement de nos programmes, on aura à recruter des jeunes garçons et des filles. On va les mettre ensemble. L'idée, c'est comment créer les conditions de sécurité, les conditions idoines pour que les formations se déroulent dans de bonnes conditions. Avec plus de 150 000 apprenants dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire, soit un taux de progression de plus de 6%, le ministère de tutelle envisage accélérer les travaux de construction et de rénovation des établissements du pays. Et si on se fixait tous un objectif de zéro dengue, zéro paludisme, la guerre contre les moustiques est donc déclarée. Le programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national d'hygiène publique ont lancé une vaste opération de démoustication pour freiner la propagation de la dengue et du paludisme. Les quartiers ont été visités par des drones pulvérisateurs. Les zones les plus reculées n'ont pas été épargnées. Alors, quel impact sur le terrain? Notre reporter Didier Nguessan a suivi pour vous l'une des équipes à Cocody Danga et à Blocos. Cocody, quartier Danga. Dans cette entreprise de jardinage, ces agents de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, recherchent des lieux de reproduction des moustiques à détruire. Ces pots de fleurs, ces bacs, pneus usagés et autres récipients constituent des potentiels gîtes lavaires. L'équipe prépare d'abord cette solution larvicide biologique avant de l'appliquer. Nous avons découvert des vases qui contiennent de l'eau, d'autres sont positifs, donc des gîtes de moustiques, d'autres sont négatifs. Nous sommes en train de procéder à l'élimination, que ce soit des positifs ou bien des gîtes potentiels. Les agents pulvérisateurs sillonnent les rues, mais aussi les ménages. Mais dans ce quartier résidentiel, très peu de portails s'ouvrent. Après plusieurs refus, cette famille finit par accepter les agents de l'INHP. On a constaté qu'il n'y a pas de gîte. On a vu même des récipients déjà renversés. Donc, je félicite le monsieur pour cette pratique parce que dans ce genre de situation, il faut retourner les récipients qui peuvent recueillir de l'eau. En début de soirée, dans le village de Blocos, toujours à Cocody, ce dispositif permet de fumiguer le quartier. En plus du véhicule, l'opération est aussi pédestre, avec cet agent qui entre dans les ménages. Une opération de démoustication qui soulage les riverains. Nous avons ignoré d'abord le paludisme, qui faisait plus, selon moi, de morts même que le coronavirus. S'il y a une campagne de sensibilisation, elle est la bienvenue. L'opération, bon, c'est bienvenu parce que pourquoi? Parce que bientôt on va rentrer dans la saison des pluies. Donc vaut mieux au moins s'apprêter et puis comment on appelle, pulvériser tous les coins qui sont un peu insalubres. Avant on nous avait partagé des moustiquaires imprégnés. Bon, on a utilisé mais c'est déchiré. Moi je dois sous des moustiquaires et je conseille vivement à tout un chacun de dormir sous un moustiquaire.
pour éviter le paludisme. En plus des ménages, les zones difficiles d'accès sont ciblées. Ici, de gros moyens sont déployés par le Programme national de lutte contre le paludisme et l'INHP grâce à ces drones pulvérisateurs, spécialement conçus pour la lutte antivectorielle. Nous sommes présentement en abordage de la saison des pluies. Et donc, les cas d'arbovirus, notamment de fièvre jaune et de dengue et de paludisme en Abidjan vont augmenter. Et donc, c'est en prélude de cela que toutes ces opérations sont en cours. On vient d'acquérir de nouveaux drones qui sont capables de faire entre 30 à 45 minutes, tu peux traiter près de 400 hectares. Donc ça nous permet de pouvoir traiter une grande superficie au niveau d'Abidjan. Avant, pour traiter Cocody, il fallait 10 jours. 10 à 15 jours. Mais aujourd'hui, avec ces drones-là, on peut traiter Cocody en 5 jours. Donc ça va nous aider à pouvoir aller vite. Démarrée le 8 mai dernier, cette opération de lutte antivectorielle va durer une semaine. Elle concerne toutes les communes d'Abidjan et Bingerville. Voilà comment prévenir la dengue et le paludisme. C'était le sujet sur la lutte antivectorielle réalisée pour vous par Didier Nguessan. Bien sûr, toutes ces actions visent notre bien-être à tous et notre environnement doit être assaini pour notre santé. La directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets en a bien conscience. Elle vient donc de lancer le projet pilote de tri sélectif dans 5 établissements primaires du district d'Abidjan. Ce projet vise à donner une seconde vie aux déchets. Grâce Kando, Basile Kwasi. Le Centre sportif, culturel et des technologies de l'information et de la communication ivoiro-coréen Alassane Ouattara dans la commune d'Adjamé, choisi pour abriter le lancement du réseau des leaders juniors du tri dans 5 écoles pilotes du district d'Abidjan. Il s'agit de faire des déchets une source de richesse à travers leur valorisation. Écoutez, SA s'est engagé à hisser l'école au cœur de la dynamique de changement de comportement avec les déchets. Une dynamique qui porte l'ambition de préparer une génération future consciente des enjeux de la salubrité et outillée des bonnes pratiques de la gestion saine et durable des déchets. Plusieurs temps forts ont marqué l'événement, entre autres la signature de la charte de partenariat entre l'un des opérateurs de collecte des déchets porteurs du projet et les 5 écoles concernées, suivi de la remise du certificat d'adhésion aux 5 écoles pionnières. Aujourd'hui, l'environnement scolaire est dégradé. Donc, il faut vraiment une action pour amener tous ces élèves-là à s'impliquer pour donner une fière allure à nos écoles. La NAGED, à travers sa directrice générale, ambitionne faire de la Côte d'Ivoire un pays tourné vers des valeurs de propriété et de respect de l'environnement. Le projet d'initier les élèves au tri sélectif des déchets et au compostage ne peut que réjouir nos structures. Ce projet est en effet une aubaine pour nos jeunes apprenants à connaître l'importance et les enjeux d'une bonne gestion des déchets qui leur permettront de les traiter différemment afin de pouvoir capitaliser tous ces avantages. Pour une gestion durable et rationnelle des déchets, une application mobile des réclamations a été créée au profit des usagers. On va maintenant faire écho de cette alerte en provenance d'Abobo, précisément au quartier Agny-Sankwa. Les populations y sont menacées par un ravin d'une 30aine de profondeur. Eh bien, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a visité le site. Des solutions sont envisagées pour soulager heureusement les populations. On retrouve Grace Kando et Basile Kwasi. Abobo, Agny-Sankwa, dans ce quartier d'environ 5000 âmes, un ravin d'une 30aine de mètres de profondeur progresse au fil des années et trouble la quiétude des riverains. À l'origine, le ruissellement des eaux pluviales est usé. Une situation qui interpelle. Ça nous décourage parce que les enfants passent. Les gens sont tombés dedans. On ne savait pas, les jours, la pluie va venir. S'il y a quelqu'un qui veut traverser, qu'il tombe dedans. Vraiment, ça nous fait peur. Il y a déjà des maisons qui sont déjà en clôture. Et pour éviter l'avancement, pour que ça puisse prendre encore d'autres maisons, vraiment nous faisons appel au secours pour avoir une assistance possible pour éviter le pire. Même si les travaux doivent se faire, les personnes qui seront impactées,
comment est-ce qu'il faut les accompagner. On a fait un recensement vraiment des personnes qui sont de 0 à 10 mètres du ravin, donc ils sont en danger. Des préoccupations qui trouvent une oreille attentive auprès des autorités compétentes. À cet effet, une mission est diligentée sur le site. Nous sommes venus avec toutes les parties prenantes parce que, à la réalité, c'est un problème multisectoriel qui va engager non seulement des problèmes de drainage, des problèmes de la construction, mais aussi des problèmes de recasement et de relocalisation des populations menacées. Il y a aussi plusieurs endroits comme ça où il y a des bassins d'orage aussi qui prennent de plus en plus de volume. Donc ce problème sera traité. Il est même envisagé de faire une étude de façon générale pour adresser la problématique de façon durable. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité lance un appel aux populations d'Abobo-Agny-Sankwa à quitter les zones à risque afin d'éviter d'éventuels drames. Et espérons que cet appel sera entendu. Tout est bien qui finit bien, puisque cette nouvelle va réjouir les usagers du boulevard Kofi Gado, ex-boulevard François Mitterrand, dans la commune de Cocody. On en parlait récemment dans nos éditions. L'échangeur de la Riviera Faya entamé il y a 18 mois et qui occasionnait des embouteillages est désormais achevé. Ce n'est pas tout. Il est ouvert à la circulation depuis ce matin. Les automobilistes sont les plus heureux. Rally Diomandé, Jamagagi. Agréable surprise ce mercredi matin pour les habitués du tronçon Bingéville, Riviera Faya, Palmeraie. L'échangeur du carrefour Faya de type flyover s'ouvre à la circulation dans sa forme la plus aboutie à l'issue de 18 mois de travaux. Aussitôt ouvert, l'ouvrage long de 190 mètres avec ses 2 fois 3 voies accueille de nombreux automobilistes et motocyclistes. Pour l'instant, le pari du confort et de la fluidité semble être gagné. Depuis 9 kilos, vraiment on circule et c'est une joie parfaite. Très content ce matin. En tout cas, vraiment, je suis très content ce matin parce que la circulation est vraiment fluide. J'habite la zone de Bingéville. Depuis que ces travaux ont commencé, vraiment c'était difficile pour nous, vraiment pénible de rentrer chez nous. Ça règle un grand problème d'embouteillage au niveau de ce carrefour Faya. Donc vraiment, merci beaucoup, merci au gouvernement ivoirien, c'est du très bon boulot. Outre la réduction des embouteillages et le gain de temps, c'est le nouveau visage que procure l'infrastructure à ce carrefour qui enchante certains usagers. Ça change l'image de Faya, Faya est devenue encore plus jolie. C'est joli à voir, quand tu passes sur le pont, toi-même tu es fier, tu es content. Bien que satisfaits de la mise en service de l'échangeur de la Riviera Faya, les usagers plaident pour une célérité des autres travaux en cours sur le boulevard Kofi Gado. L'embouteillage est trop, vraiment ça nous fatigue. Ils n'ont qu'à accélérer les travaux après barrage, 9 kilos Cap Nord. Vraiment si ça pouvait accélérer, ça allait arranger la population et les chauffeurs d'État ici. De la patience, il en faudra encore car les taux de réalisation des échangeurs de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie sont respectivement de 20% et de 46% selon l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. En attendant, on savoure notre joie après l'ouverture de cet échangeur. Sur le terrain politique, à présent, le RHDP s'active. Le parti forme ses leaders de base. Ceux de la Bagoué sont en atelier de formation et tous les secrétaires de section renforcent leurs capacités au siège du parti à Bundiali. Chaltatou. Les leaders de base du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région de la Bagoué se forment. Ils renforcent leurs capacités pour être plus convaincants et faire venir de nouveaux militants dans leur parti. En témoigne cet atelier de restitution des travaux qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidentielle d'octobre 2025. Cette restitution est une réponse aux besoins criants de formation de nos militants au moment où nous abordons la dernière ligne droite qui nous conduit à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ce sera une opportunité de confirmation de la suprématie et de l'ancrage territorial de notre grand parti, le RHDP. Le coordonnateur principal de la coordination du RHDP de la Bagoué, Bruno Nabanyekone, salue l'initiative. Pour les prochaines élections, on se prépare. Quand tu es bien préparé, tu n'as peur de personne. Quel que soit l'adversaire, celui qui va se présenter là, on est capable de le battre.
applaudit. On est capable de le battre tout simplement parce que, le RAGP est le parti le mieux implanté dans toute la Côte d'Ivoire. Les modules de la formation ont porté sur la cohésion sociale entre les militants du RADP et avec ceux des autres partis politiques. Au PDCI, Tidjane Thiam a été réélu président du parti à l'issue du 9e congrès extraordinaire tenu aujourd'hui 14 mai. Il a obtenu plus de 99% des voix. Le congrès s'est tenu de façon éclatée dans 45 localités du pays. Un bureau de vote était ouvert pour la diaspora. Konaté Moussa, Ibrahim Touré. Sans surprise, Tidjane Thiam est réélu président du PDCI-EDA. Il a obtenu plus de 99% des voix à l'issue du vote. Ce 14 mai, les militants étaient appelés aux urnes dans le cadre du 9e congrès extraordinaire. En tant que militant, c'est la réaffirmation de ce que nous avions décidé depuis longtemps. Le seul candidat pour lequel je suis venu voter, il s'agit donc de Tidjane Thiam. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime d'avoir pu voter et pour notre candidat. Cette élection s'est tenue dans 45 localités sur tout le territoire national et un bureau de vote pour la diaspora. Il n'y a pas d'incident particulier qui a été relevé. C'est vrai qu'il y a des bureaux de vote qui ont commencé à l'heure. Il y en a qui, pour des raisons de... Parce que des fois, les gens doivent quitter les villages pour venir au chef-lieu de région pour voter. Donc, pour des questions de transport, ça fait que les bureaux de vote ouvrent un peu plus tardivement. Pour ce scrutin, rappelons que 2 candidatures avaient été enregistrées et seule celle de Tidjane Thiam avait été retenue. On s'active aussi pour le HAG 2025. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est rendu à la Direction générale des cultes pour échanger sur l'effectivité de la délivrance des visas aux pèlerins. Nadège Kassi, Aboussanogo, Traoré, Zakaria, Zia Apollinaire pour le reportage. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, au centre informatique du Hadj, logé dans les locaux de la Direction générale des cultes, pour d'une part constater l'effectivité du traitement des dossiers de délivrance de visa pour les pèlerins ivoiriens dans le cadre des préparatifs du Hadj 2025, et d'autre part s'assurer que tout est fin prêt pour le départ du premier vol charter. Le directeur général des cultes, Bamba Messamba, s'est félicité de cette visite. Donc, monsieur le ministre est venu, il a vu toutes les équipes au travail et ce qui a été produit. Nous sommes à près de 95% de production de visa à ce jour. Donc, c'est dire que nous sommes très heureux. D'ici le samedi, jour du premier vol, on sera en dessous des 95% de réalisation. Vagondo Diomandé a encouragé le directeur général des cultes et ses collaborateurs pour l'efficacité du dispositif mis en place. Je voudrais, en termes de réaction, féliciter tous les acteurs qui ont tout mis en œuvre pour que nous soyons assurés du bon déroulement de toutes les opérations, tant avant le départ que pendant le déroulement du Hadj. Il faut savoir que cette année, il est prévu 17 vols au total dans le cadre des transports par vol charter. Des vols commerciaux aussi seront utilisés comme chaque année pour le Hadj 2025. Rassurer les uns les autres parce que tout est mis en œuvre pour que chacun puisse participer effectivement au pèlerinage dans le cadre des places qui ont été accordées à la Côte d'Ivoire, à savoir 10 000 au total, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour le contingent privé. Le départ du premier vol charter est prévu pour le samedi 17 mai. Voilà, je vous propose à présent un tour de l'actualité en bref. Nous sillonnerons 3 pays, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Arabie Saoudite, avec une annonce du président Donald Trump. Le récit est signé Gabriel Zani. Au Burkina Faso, les attaques terroristes se multiplient depuis le dimanche 11 mai. La ville de Diapaga, à l'est du pays, est tombée en début de semaine. Cela intervient après la ville de Djibo, où l'armée et leurs supplétifs des volontaires de la patrie ont été mis en déroute. Les forces burkinabées ont aussi subi les attaques djihadistes dans d'autres communes du pays.
En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a été condamné ce mercredi en appel à 15 ans de prison ferme par un tribunal de Nouakchott. Il avait été à la tête de la Mauritanie de 2008 à 2019 et avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Il comparaissait en appel depuis novembre 2024 aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et de proches pour enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment. Les États-Unis ont annoncé la levée des sanctions contre la Syrie, une annonce qui intervient dans le cadre d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant syrien Ahmed al-Shara à Riyad en Arabie Saoudite. Cette rencontre est la première du genre depuis plus d'une décennie et s'inscrit dans une nouvelle dynamique diplomatique impulsée par Ahmed al-Shara. La levée des sanctions américaines a été accueillie par une liesse populaire en Syrie. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même bonheur, surtout dans la paix.